Bienvenue dans cette nouvelle exploration. Aujourd'hui, on va plonger dans un sujet qui nous touche tous de très près, les neurosciences derrière nos habitudes numériques. L'idée, c'est de comprendre exactement, mais alors exactement, ce qui se passe dans le cerveau d'un ado quand il a les yeux rivés sur un smartphone. Fini les simples disputes familiales sur le temps d'écran. On va aller creuser la biologie pure, celle qui se cache juste là, sous la surface. C'est vraiment crucial pour saisir les vrais enjeux de notre monde hyper connecté. Allez, c'est parti! Alors la grande question, pourquoi est-il si incroyablement difficile de lâcher cet écran? Eh bien, ce qui est fou, c'est que ça n'a absolument rien à voir avec un manque de volonté, pas du tout. C'est plutôt un véritable piratage de notre biologie. Ces applications sont méticuleusement conçues pour cibler nos circuits de survie les plus primitifs. Du coup, décrocher devient un véritable parcours du combattant, surtout pour un esprit encore en plein développement qui se prend de plein fouet des stimuli d'une puissance jamais vue dans l'histoire humaine. Pour y voir clair et trouver de vraies solutions, on va structurer tout ça. On va d'abord aborder le fameux piège numérique infini. Ensuite, on fera un point sur cette immense bataille chimique entre dopamine et sérotonine. Après ça, on ira faire un tour directement à l'intérieur du cerveau de l'adolescent et on finira par ce qu'on attend tous, des stratégies ultra pratiques pour la maison. Commençons tout de suite avec notre première étape, le piège numérique infini, et la façon dont les algorithmes capturent littéralement notre attention. Il faut se rendre compte que nos smartphones agissent comme de petites électrodes numériques. En utilisant ce qu'on appelle le design persuasif, ils envoient constamment des microstimulations aux zones les plus profondes de notre cerveau. Prenez le défilement infini ou la lecture automatique par exemple. Ces fonctionnalités éliminent complètement ce petit moment naturel où l'on se demande « Tiens, est-ce que je devrais arrêter ?» C'est fait exprès. L'architecture même de l'application contourne notre choix conscient, tout ça pour maximiser le temps passé dessus. Et tout ça s'articule autour d'une redoutable boucle de compulsion, en 4 étapes très simples. Ça commence par un déclencheur, genre une petite pastille de notification rouge bienvoyante. Directement, le cerveau anticipe une récompense, ce qui crée une sorte de tension, une envie irrépressible de passer à l'action. Donc on fait glisser l'écran. Et là, boum, la récompense tombe. Mais attention, elle est variable, incertaine et surtout très éphémère. C'est justement cette incertitude qui force le cerveau à recommencer, encore et encore. C'est exactement comme tirer le levier d'une machine à sous. Ce qui nous amène à notre deuxième point, le grand contraste neurochimique entre la dopamine et la sérotonine. C'est là qu'un véritable conflit biochimique se joue dans notre tête. Alors, parlons de la dopamine. Contrairement à ce qu'on entend souvent, ce n'est pas du tout la molécule du bonheur. C'est plutôt la molécule du désir, de l'anticipation. Imaginez-la comme une sorte de pom-pom girl hyper enthousiaste dans notre système nerveux. Elle nous prévient qu'une récompense est toute proche et nous motive à fond pour l'obtenir. Elle crée une énergie frénétique. Mais l'ironie dans tout ça, une fois l'objectif atteint, elle ne nous donne pas vraiment de satisfaction ni d'apaisement. Son seul job, c'est de nous faire chercher. Et quand on la compare à la sérotonine, le contraste est saisissant. La dopamine, c'est l'excitation à très court terme. Son message permanent, c'est plus. Encore plus de likes, de vidéos, de nouveautés. C'est pour ça qu'elle mène si facilement à l'addiction face aux écrans. La sérotonine, par contre, c'est la molécule du contentement profond et durable. Son message, c'est bon, c'est assez. Elle nous signale que tout va bien. Elle est nourrie par de vraies réalisations ou des liens sociaux authentiques et elle freine tout naturellement les comportements addictifs. C'est d'ailleurs l'une des découvertes les plus dingues des neurosciences. Notre cerveau sépare carrément le système du désir de celui du plaisir. Les algorithmes sont devenus pas assez maîtres pour exploiter le système du désir, ce qu'on appelle le wanting. Ils nous poussent à chercher une stimulation de façon complètement compulsive, même si on n'éprouve plus aucun plaisir réel à le faire. C'est fou quand on y pense. On scrolle frénétiquement pendant des heures sans même aimer ce qu'on regarde. Le cerveau est juste coincé en mode recherche. Et c'est là qu'on tombe dans le fameux piège de la dopamine. Face à cette inondation constante, le cerveau panique un peu et cherche à se protéger en réduisant ses propres récepteurs. C'est la fameuse tolérance. Il en faut toujours plus pour ressentir un tout petit quelque chose. Mais le pire, c'est que cet excès étouffe littéralement la production naturelle de sérotonine. Résultat, le cerveau perd peu à peu sa capacité à ressentir ce bonheur calme et durable. Et ça fait grimper en flèche les risques d'anxiété et de déprime. Passons maintenant à notre troisième étape, un petit voyage à l'intérieur du cerveau de l'adolescent qui représente une véritable fenêtre de vulnérabilité. Il faut savoir que le cerveau d'un ado est extrêmement plastique. Il se modèle en temps réel. C'est simple, la neuroplasticité, c'est comme marcher dans une forêt. Plus on passe par le même chemin, plus il s'élargit et devient une autoroute. Face aux écrans, cette exposition rapide et continue à des récompenses numériques va creuser d'immenses autoroutes neuronales entièrement dédiées à la distraction et à l'immédiateté. Ça modifie physiquement les zones qui gèrent notre attention et la régulation de nos émotions.
Et au milieu de tout ça, on a le cortex préfrontal. C'est notre centre de commandement, la voix de la raison, qui nous permet de dire stop à une impulsion. Le problème? Chez l'adolescent, cette zone n'est tout simplement pas finie. Elle n'atteint sa maturité que vers 25 ans. C'est comme s'il conduisait une voiture de course avec la pédale d'accélérateur bloquée au maximum par la dopamine, mais que les freins, le fameux cortex préfrontal, étaient encore en cours de construction à l'usine. Bon, cette obsession viscérale pour le téléphone, ce n'est absolument pas un défaut de caractère ou une quelconque faiblesse. Pas du tout. C'est juste le choc frontal entre une phase biologique totalement normale du développement humain, comme la sensibilité au regard des autres, et un environnement numérique artificiellement dopé. Le cerveau adolescent, assoiffé de dopamine et de validation sociale, fait face à un aimant irrésistible qu'il n'a littéralement pas encore le matériel neurologique pour repousser. Ce qui nous amène à la question vitale de notre dernière partie. Quelles sont les stratégies pratiques pour gérer le temps d'écran à la maison et surtout retrouver l'équilibre? On le sait maintenant, compter sur la simple force de volonté, c'est perdu d'avance. C'est l'environnement qui joue le rôle principal. En repensant l'espace à la maison, par exemple en créant des sanctuaires stricts sans écran comme la chambre à coucher, on change radicalement la donne. On peut aussi utiliser des applications dites à friction douce. Concrètement, elles imposent un délai de quelques petites secondes avant d'ouvrir un réseau social. Et croyez-le ou non, cette micro-pause suffit très souvent à casser l'automatisme. Elle redonne le volant au cortex préfrontal et fait chuter ces fameux pics irrationnels de dopamine. La clé absolue pour les parents, c'est de privilégier la collaboration plutôt que l'interdiction pure et dure. Le meilleur point de départ, partager toute cette science avec les ados. Leur expliquer comment fonctionnent les algorithmes et la dopamine, ça les aide à comprendre leur propre cerveau. Ça enlève toute la culpabilité, ça fait baisser les boucliers et d'un coup, on passe d'une guerre parents contre ados à une équipe famille contre algorithme. Ça change tout. Un autre point hyper important, le cerveau a une sainte horreur du vide. Il est incapable d'abandonner une habitude bien ancrée sans un substitut. Confisquer le téléphone s'il masquait du stress ou un profond ennui, ça ne réglera rien du tout. Ce temps d'écran en moins doit impérativement être remplacé par autre chose. Que ce soit du sport, une activité créative ou de simples moments dans la vraie vie, il faut absolument rediriger cette énergie vers des alternatives saines. Et soyons très clairs, l'objectif de tout ça, ce n'est certainement pas de diaboliser la technologie. Ce serait peine perdue. Le but, c'est tout simplement de reprendre le contrôle, de retrouver cet espace mental si précieux pour le sommeil et la réflexion. C'est aider tout le monde à construire des stratégies d'apaisement naturelles pour que le smartphone redevienne ce qu'il aurait toujours dû être, un outil hyper pratique à notre service et certainement pas notre maître. Alors, avec toute cette science passionnante en poche, il ne reste plus qu'une question, la plus importante de toutes. Comment allons-nous, dès aujourd'hui, réaménager notre quotidien pour sortir de cette boucle dopaminergique infernale et recréer de vraies connexions humaines profondes et nourries à la sérotonine? C'est le grand défi de notre époque, c'est sûr, mais avec ces clés en main, c'est un équilibre qui est totalement à notre portée.